Bonjour, ici Muriel de l'Oasis des Trois Chênes au Portugal, passionnée d'alimentation vivante et puis formatrice auprès des particuliers et des professionnels. Aujourd'hui, j'accueille une invitée de marque, Céline Charon. Bonjour Céline. Bonjour Muriel. Donc Bonjour Céline, à tous. tu es cofondatrice de Faire Sens. Je t'accueille pour une interview, découvrir comment optimiser sa chambre à coucher et puis peut-être on va parler un petit peu plus élargi selon les principes du Feng Shui, de la géobiologie et surtout dans les périodes où on est fatigué. Donc Faire Sens, pour les personnes qui connaissent pas, donc ça s'écrit F-A-I-R-S-E-N-S, donc faire sans le E et sens.com, c'est facile à retenir. Et puis ça fait sens comme nom. Donc c'est une entreprise qui est dédiée à la conception d'un environnement éco-responsable qui est centré sur le mieux-être à destination à la fois, je crois, des particuliers et des professionnels. Voilà. Et Céline, tu es spécialiste en domothérapie, donc Feng Shui et géobiologie, et en psychologie énergétique, donc avec comme outil principal l'EFT. Tout à fait. Donc, en préambule, j'aimerais te demander, Céline, quelles sont les valeurs en fait qui te parlent dans le Feng Shui, dans la géobiologie, et qu'est-ce qui t'a amené à co-créer Faire Sens? D'accord. Alors, je pense qu'on va commencer par inverser et par parler de ce qui m'a amené à co-créer Faire Sens. Donc, la co-création de Faire Sens a eu lieu il y a 8 ans déjà. Et c'était basé sur une envie forte de donner du sens à ce que nous faisions, Hélène et moi. Donc, Hélène qui est mon associée, Hélène Juricic. Un petit peu marre de faire des jobs dans la vie qui pour nous manquaient de sens et envie de faire quelque chose, vraiment de donner du sens à ce qu'on faisait. Voilà. Donc on a créé Faire Sens et au démarrage, on était spécialisé dans la décoration éco-responsable parce que pour nous, l'environnement de vie commençait à être très important. On s'était rendu compte que en termes d'écologie, on en parlait dans beaucoup de domaines, mais on en parlait un petit peu moins dans le domaine de l'environnement de vie de nos maisons, en fait, de nos maisons et de nos bureaux. Voilà. Et pourtant, ça a aussi beaucoup d'importance. Donc, on a commencé par travailler sur cette thématique-là, sur l'environnement éco-responsable. Et puis, petit à petit, on s'est formés toutes les deux. On a suivi nos chemins, toujours en travaillant sur l'environnement de vie. Et moi, j'en suis arrivée donc à m'intéresser, à creuser un petit peu la piste du mieux-être chez soi et au travail par l'environnement de vie. J'en suis arrivée au Feng Shui et à la géobiologie. Donc le Feng Shui, effectivement, travaille sur le lieu pour apporter non seulement du mieux-être, mais aller travailler plus en profondeur sur des thématiques de vie. Voilà, je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que ça peut être. Et la géobiologie travaille sur tout ce qui est pollution liée à l'environnement. Donc c'est pollution naturelle ou pollution liée à l'homme. Voilà. D'accord, oui, J'espère que tu as ta question. tout à fait, oui, merci. Donc, excuse-moi, cette question, elle est peut-être un peu abrupte. C'est une question un peu curieuse, mais c'est vrai autant que le Feng Shui et la géobiologie, on comprend bien le lien de suite avec harmoniser un lieu, hein, avec ton travail. Mais la psychologie énergétique, le FT, on se demande qu'est-ce que ça vient à faire un peu là-dedans, quoi. Est-ce que tu peux nous dire quel est le lien entre le Oui. FT et puis ton travail d'harmonisation d'un lieu? Oui, je comprends tout à fait l'interrogation parce qu'elle est peut-être pas évidente pour les personnes qui ne connaissent pas. Le Feng Shui va chercher en fait toutes les problématiques de vie au-delà du lieu. Le lieu est comme un miroir qui révèle la personne et ses problématiques de vie. Donc on va aller toucher du doigt les choses que la personne probablement a à travailler. Et l'EFT peut aider cette personne. Non, le lieu, et c'est quelque chose, donc on harmonise le lieu pour supporter, pour aider la personne à aller mieux. Mais au-delà de ça, si la personne ne travaille pas sur elle, le lieu tout seul ne va pas pouvoir l'aider. Donc on va chercher en EFT à travailler sur la personne les problématiques qui ont été soulevées par le Feng Shui. Ouais, c'est Voilà, ça va aussi. vraiment. J'ai jamais pensé à ça, mais ça me fait penser à une analogie en fait. Par exemple, on dit qu'on choisit pas par hasard son conjoint et qu'en fait, on a des problématiques à travailler. Et c'est marrant, finalement, on a presque l'impression qu'on choisit pas le lieu par hasard non plus, quoi. Complètement. C'est absolument ça, et c'est vraiment quelque chose que je dis et que je répète souvent, on ne choisit pas son lieu par hasard.
Et son lieu est vraiment là pour nous révéler des choses, pour mettre en avant certaines choses et pour aller nous faire travailler des petites problématiques de vie. Et je trouve que c'est passionnant. Quand on est un peu à l'écoute de tout ça, c'est passionnant. Oui, c'est ouais, très intéressant. Donc, là, cette interview, on la réalise dans le cadre d'une formation que je propose, qui est donc une formation sur la fatigue pour aider à sortir de la fatigue. Et donc, je voudrais commencer par une question. Est-ce qu'il y a des signes sur notre lieu de vie, en fait, qui peuvent nous indiquer que finalement, il n'est pas harmonisé? Il y a beaucoup de signes, il y a des tas de signes. Dès lors que dans votre vie, vous sentez vous arrivez à en buter de quelque chose, qu'il y a des schémas qui se reproduisent en permanence. Ça peut être des schémas amoureux. Systématiquement, vous êtes avec un conjoint et puis on ne sait pas ce qui se passe, mais ça fonctionne pas. Ou ça peut être des problématiques professionnelles qui se répètent. Tous des schémas répétitifs comme ça. Ça peut être le signe que quelque chose dysfonctionne dans le lieu. Alors pas que, et c'est en ça que le parallèle avec toutes les techniques qui vont aller travailler sur nous, hein, donc toutes les techniques de psychologie énergétique, c'est vraiment en lien. Mais le lieu peut vraiment y être pour quelque chose et on peut vraiment aider une personne à sortir de ces schémas en travaillant d'abord sur le lieu. Ça peut être ça. Ça peut être, j'avais pensé à quelque chose qui vient de m'échapper. Oui, si, ça peut être une problématique de vie qui vient subitement alors qu'on vient de déménager. On déménage, pouf, et d'un seul coup, dans un domaine particulier, c'est la dégringolade. Et bien là, on peut s'interroger et on peut se dire, on peut mettre en relation le déménagement et le fait que ce lieu probablement a un impact sur ce domaine-là. Donc, qu'il y a une faiblesse dans la partie de notre lieu qui est en relation avec ce domaine en particulier. Parce qu'il faut savoir qu'en Feng Shui, on fait comme une cartographie énergétique du lieu, hein, en fonction de l'orientation boussole, et que chaque zone correspond à un domaine de notre vie. Donc si une zone est affaiblie énergétiquement, si elle n'est pas équilibrée, c'est le domaine de la vie auquel elle correspond qui va être affecté. Donc ça se lit comme ça, comme une cartographie vraiment énergétique. Et on va prendre la cartographie énergétique, on va dire tiens là c'est un peu faible, est-ce que vous rencontreriez pas actuellement quelques petits problèmes à ce niveau-là? Et souvent, très très souvent, ça se confirme. Donc nous on lit un peu le lieu comme ça, en fonction de cette cartographie, il y a des choses qui se dégagent. Et il faut savoir qu'en Feng Shui, il y a plusieurs degrés de lecture, hein. Il y a le Feng Shui dont on parle beaucoup, qu'on trouve dans beaucoup de livres, qui est juste le Feng Shui de la forme. C'est le Feng Shui basique, les grandes règles. Et il y a le Feng Shui qui va aller chercher beaucoup plus loin dans les strates justement des domaines de vie, et qui là va partir donc de la date de construction du lieu, de l'orientation du lieu, qui va prendre en compte aussi la date de naissance de la personne, enfin des personnes qui y habitent, etc. Et là, on va aller chercher des strates beaucoup plus profondes et subtiles. Et on va, et ça va nous éclairer un peu comme un enquêteur qui enquête. Et petit à petit, il y a certaines choses qui se révèlent et qui se répètent. Et on va se dire, tiens, si ça se répète à ce point-là, c'est que vraiment il y a quelque chose là. Voilà. C'est vraiment une enquête subtile et qui, au bout du compte, nous révèle beaucoup de choses. Non, c'est très sympa. Enfin, ça donne envie en fait d'en savoir plus, je trouve, hein, parce que c'est vrai que on se dit tiens, alors c'est quoi la zone du travail dans la maison, la sphère professionnelle. Enfin, on a envie de poser plein de questions derrière. Hein. Oui. Bon. Je comprends. Ça m'a fait aussi, et j'en suis arrivée là. J'avais envie, au moins comme question, de te poser quels sont les problèmes les plus fréquents que tu rencontres pour une harmonisation de lieu? Qu'est-ce qui revient souvent, en fait? Il y a beaucoup de choses qui peuvent revenir. Hein. Alors là, c'est un peu. Là, c'est pour le coup, je trouve que cette question est plus piège. Parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent revenir. Ça peut être une maison qui est trop en désordre, trop embarrassée, et qui fait que ce qu'on appelle le chi, c'est la circulation énergétique du lieu. Hein. Il faut savoir que le chi, c'est comme un fleuve. Il rentre par la porte et il sort par les fenêtres. Voilà, et c'est ce qui permet à la maison d'avoir une distribution énergétique harmonieuse. Si ce chi rencontre sur son chemin des tas d'obstacles, il a du mal à circuler et à aller inonder ou à faire profiter de son bénéfice à toutes les pièces.
Donc ça, je rencontre ça assez régulièrement, hein, des maisons un peu en désordre. On a quelquefois du mal à la mettre en ordre. Alors, il faut faire attention à pas tomber dans les excès, hein, parce que le feng shui, c'est pas forcément tout zen, rien dans le lieu, et puis quelque chose de très très épuré. C'est pas ça, mais c'est avoir une circulation fluide. Imaginez vraiment faut s'imaginer comme un fleuve et puis circuler autour des choses de la maison et que ça se fasse vraiment avec fluidité. Si c'est pas fluide, si ça rentre en butée, c'est que voilà, la circulation énergétique ne se fera pas, comme dans notre corps en fait. Hein. Comme en acupuncture, quand c'est bloqué, ça circule plus et quand ça circule plus, ça révèle des problèmes quelque part. Ben, la maison c'est pareil. Et donc là, ça entre en butée quelque part, ben, on est dans une problématique de vie particulière aussi. Donc c'est souvent symptomatique. D'une problématique particulière. Là encore, ça va révéler quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui sont très ordonnés partout dans leur maison, puis d'un seul coup, il y a une pièce, on ne sait pas pourquoi. Ça va être le fouillis, l'entassement. On va y mettre toutes nos vieilleries, nos machins, ce qu'on oublie, on ne fait pas le tri. Et cette pièce-là sera symptomatique d'un domaine de vie. Donc, dépendant des gens, ça dépend lequel. Ça peut être ça. Ça peut être des domaines, par exemple, il y a une zone de la maison qui appartient qui est le lieu qui répond, qui appartient le plus au père. Et quelquefois, dans certaines maisons, c'est comme si le père était inexistant. Il va y avoir que des choses relativement féminines dans cette partie-là, des représentations picturales très féminines, des danseuses, des choses comme ça. Et là, curieusement, on va se trouver en face d'un père ou d'un homme qui n'a pas sa place. Donc, qui va être un peu en retrait de tout, qui voilà, entre guillemets, c'est plutôt la femme qui portera le jupon, enfin voilà. Donc, on peut en arriver dans des problématiques comme ça aussi. Mais ce que je rencontre le plus souvent, je peux pas dire, il y a vraiment de tout et c'est fonction de chacun, quoi. Oui, mais c'est vrai que j'imagine en fait les problématiques que tu as soulevées, ça me parle parce que je pense qu'il y a beaucoup de cas de familles recomposées, en fait, avec des couples qui se séparent, des couples qui se recréent. Et c'est vrai que moi, j'en suis l'exemple aussi, en fait. Hein, j'ai eu un premier compagnon pendant 10 ans, et puis là, je suis avec Georges depuis plus de 10 ans aussi maintenant. Et quand Georges est arrivé, j'avais vraiment pensé à lui faire la place. Donc, je m'étais dit, il faut qu'en fait, il puisse mettre sa touche personnelle dans mon lieu de vie, en fait. Et j'avais vidé des placards et puis on avait refait des pièces ensemble pour vraiment qu'on ait sa touche. Et je pense que, c'est pas forcément systématique d'avoir cette démarche et à mon avis, c'est vraiment important. Hein. Complètement. Mais tu as complètement raison, Muriel. Et le nombre de fois, effectivement, où je rencontre des cas où les couples donc vivent dans la maison de l'un ou de l'autre. Donc une maison qui a déjà une mémoire, hein, parce qu'il faut savoir qu'un lieu a une mémoire. Donc, et même... je vais aller un peu au-delà, énergétiquement, elle a une mémoire, donc on y a mis notre empreinte de couple, et puis des meubles qui ont une mémoire, et puis au-delà de ça, effectivement, tout simplement une place. Il est important, effectivement, si ça se fait comme ça, si une personne vient emménager dans un lieu qui a déjà été habité par un couple, de vraiment lui faire la place, de bien nettoyer le lieu. Donc en Feng Shui, on appelle ça une clarification. On va nettoyer le lieu de ses mémoires, hein, au maximum le dégager de ses mémoires, parce qu'il faut que ce lieu fasse peau neuve. Hein. Il faut y mettre nos nouvelles énergies de couple et du nouveau couple, et pas construire sur les bases de l'ancien, parce qu'alors sinon on reproduit, c'est un schéma qui tourne en boucle, hein, et puis on reproduit un schéma qui n'est pas forcément le meilleur qui soit, puisqu'il va à la séparation. Donc déjà. Ensuite, il faut bien aller voir si le lieu ne porte pas en lui, entre guillemets, les marques de cette séparation. Parce que sur un lieu, on peut aussi quelquefois y lire des problématiques de séparation de couple. Ça arrive. Moi, j'ai rencontré des lieux où les 3 couples précédents s'étaient séparés. Et on m'avait appelé justement parce que le couple battait un peu de l'aile. Donc voilà, et c'était écrit, c'était inscrit dans le lieu. Hein. Pour moi, c'était noir sur blanc. On avait une problématique de communication de couple qui, si elle n'était pas travaillée, allait droit à l'échec. Il y a des maisons qui sont des maisons de passage. Il est inscrit, elles sont inscrites, elles ont une énergie qui est une énergie de passage. Donc sur le lieu, on voit que c'est une maison où les gens ne restent pas. Et en effet, quand on prend l'historique du lieu, on voit les couples qui restent 1 an, 2 ans et puis qui s'en vont. Bon, c'est pas très grave, hein. C'est juste une information à savoir et de se dire, voilà, ce lieu, voilà pourquoi peut-être je m'y sens pas hyper bien, voilà pourquoi peut-être j'y mets pas complètement mes marques, parce que c'est un lieu de passage. Ouais, mais j'en ai connu des maisons comme ça.
Je suis restée 12 ans à un endroit, la maison en face, ça changeait tous les 1 an et demi, 2 ans. Ouais, c'est marrant, hein. Oui. Il peut y avoir plein de raisons pour ça, hein, mais ça peut être aussi parce que c'est une énergie de passage. Voilà. Oui, quand on parlait des signes, je pense que de toute façon, on a aussi son ressenti. Quelque part, il y a des lieux où, en fait, et puis quand on choisit une maison, en fait, intuitivement, on doit faire jouer ça. En fait, hein. Il y a des lieux où on se sent bien et d'autres où on n'a pas envie de rester. Tout à fait, déjà, complètement. C'est là encore, on en revient à ce qu'on disait, hein, le lieu, on ne le choisit pas par hasard. Il nous appelle à un moment particulier de notre vie parce qu'on a à y vivre quelque chose. C'est aussi comme ça qu'il faut le voir. Il n'y a pas de bon et de mauvais lieu, hein. C'est vraiment relatif à la personne, ce qu'elle a à y vivre et la période pendant laquelle elle la vit. Oui. Alors, pour revenir au sujet de la fatigue, est-ce qu'il y aurait une erreur en fait à ne pas faire quand on est dans une période spécialement fatiguée au niveau par rapport à son lieu de vie, quoi? Ouais. Alors, par rapport à son lieu de vie, je pense qu'on va parler de la chambre tout à l'heure, donc je vais peut-être pas rentrer dans les détails de la chambre maintenant. Mais par rapport à son lieu de vie, ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à la circulation du chi, donc du flux énergétique, ça a beaucoup son mot à dire par rapport à la fatigue. Un lieu encombré, c'est un lieu fatigant. Ça, déjà, c'est une chose. Après, il y a l'équilibre aussi, l'équilibre du lieu. Alors, en Feng Shui, on travaille sur les équilibres, hein, c'est l'harmonie. Et notamment sur l'équilibre du yin et du yang. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde ou si ça te parle, toi, Muriel. Donc, dans le yin et le yang, c'est un peu les opposés. Et en même temps, ce sont deux forces, deux éléments qui ne fonctionnent pas l'un sans l'autre. Et il faut qu'il y ait un équilibre, hein. Si quelque chose est trop yin ou trop yang, il n'y a pas d'équilibre et c'est le chaos. Et le chaos est fatigant. Donc, dans une maison, il faut qu'il y ait un équilibre dans tout. Un équilibre dans les couleurs, un équilibre dans la luminosité, un équilibre dans les matières, un équilibre dans les formes. Voilà, il faut un équilibre dans tout. Si on a une disharmonie quelque part, je vous prends un exemple. Quelqu'un qui est fan de rouge. Allez, en plus, je ne choisis pas une couleur par hasard, je choisis une couleur bien... Mais j'ai connu ça. Quelqu'un qui est fan de rouge et qui va faire toute sa maison en rouge. Là, je vais vous dire qu'au niveau fatigue, je pense qu'elle va être atteinte. Il y a des chances, hein, parce qu'on est vraiment en disharmonie. On est sur quelque chose qui est trop. Alors là, on est dans le yang. En plus, le yang, c'est quelque chose qui puise. Enfin, c'est tonique le yang, hein, donc c'est l'action. Donc c'est une maison où on va être en action en permanence. On va pas avoir de période de repos. C'est épuisant. Enfin, il y a un moment donné, c'est épuisant. Donc il y a ça. Il y a les maisons éventuellement aussi où il y a une circulation du chi qui est trop fluide, qui est trop rapide. C'est-à-dire qu'il y a des surfaces très lisses partout, du blanc partout, une luminosité trop importante. On est vraiment sur quelque chose, sur un flux de chi qui est trop important. Donc c'est pareil, c'est une maison où on va avoir du mal à se poser, où on va pas être dans la tranquillité et le calme. Ça va pas être une maison où on va avoir envie de se poser, de se reposer. Voilà, ça aussi, ça peut jouer. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui peuvent agir sur la fatigue. Il y en a beaucoup, mais je ne vais pas tous les citer. Est-ce que ça suffit ou est-ce que tu veux que j'en dise un peu plus ? De toute façon, on a encore d'autres questions derrière, donc je pense que tu pourras compléter après. Mais oui, c'est intéressant en fait sur donc l'harmonie en fait, couleur, luminosité, forme, la circulation de l'énergie et puis les surfaces en fait. C'est vrai que du coup, en fait, on peut, si on a l'impression que c'est une ambiance un petit peu trop sollicitante, peut-être mettre des coussins ou des choses comme ça. En fait. Tout à fait. Il faut ralentir le flux donc de ce flux énergétique du chi, hein, et on le fait par des matières un peu justement un peu cosy. Ça peut être du feutre, ça peut être des couleurs aussi. On apporte on pose un peu les choses. Ça peut être mettre des tapis au sol aussi pour calmer un peu le jeu voilà. Il faut vraiment se mettre à l'entrée de sa maison et de se dire qu'est-ce qui se dégage dans ma maison. Alors c'est pas toujours facile parce que quand on a le nez dans le guidon, on le voit pas forcément. Et puis les gens qui ont fait ce choix-là, c'est aussi parce qu'ils sont dedans, donc ils sont emportés par leur propre flot. Mais je pense que quand on est fatigué, il faut se poser les bonnes questions aussi.
Donc, justement, là, pour la fatigue, bon, évidemment, dans cette formation, il y a toute une partie qui est consacrée au sommeil. Donc, je donne moi-même aussi des préconisations, en fait, pour l'aménagement de la chambre. Donc, j'aimerais te les partager. Comme ça, peut-être que tu peux compléter ou ajuster apporter la richesse de ton regard de spécialiste sur mes préconisations. Donc, ce que j'ai spécifié dans cette partie, c'est pour les personnes qui seraient sensibles, faut faire attention en fait à ce qu'on met à la tête de son lit, donc sur la table de chevet. Donc je pense à la lampe de chevet, au radio-réveil, au téléphone. Donc ça c'est un point. Après il y a les couleurs où je préconise plutôt des couleurs froides, en tout cas pas dynamisantes. Et puis surtout aussi la question de la température et aérer la chambre, qu'il y ait beaucoup d'oxygène et qu'on aère la chambre. Alors, moi je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. Je vais juste revenir sur un des points évoqués pour apporter une petite nuance. Quand tu parles de couleurs froides, nous en Feng Shui, on ne parle pas de couleurs froides mais de couleurs douces. Parce que les couleurs froides, c'est des couleurs dans lesquelles on ne se sent pas forcément bien. Alors la chambre doit quand même avoir un aspect cocon. Donc, c'est pas forcément des couleurs froides, mais en tout cas des couleurs douces. Ça, moi, je suis absolument complètement d'accord. Même en Feng Shui, quand on est dans une zone, parce qu'en Feng Shui, donc on a 5 éléments. On a le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. La chambre peut appartenir à un de ces 5 éléments. Admettons même qu'elle soit en feu. Donc, le feu, c'est toutes les couleurs un peu toniques. C'est rouge, orange, jaune. Voilà. Quand on va soutenir cet élément-là, on va être dans des couleurs. On va essayer de nourrir l'élément feu en y apportant des touches ou carrément en y allant fort sur l'élément. Ou l'élément de soutien, parce qu'il y a des éléments qui soutiennent aussi. On rentre dans le cycle des éléments qui est un peu plus complexe, mais tout ça pour te dire que même si on est en élément feu, on ne va pas aller peindre les murs en rouge, c'est une évidence, ni en orange. On va choisir des couleurs douces. Même si c'est un orangé, ça va être une couleur plutôt pâle parce que effectivement un rouge c'est quand même peindre les murs en rouge, c'est quand même violent et on n'est pas dans un contexte facile pour trouver le sommeil, ça c'est évident. Par contre un petit élément rouge c'est pas gênant. Voilà, on peut avoir un coussin rouge, voilà, faut quand même pas non plus exagérer, mais effectivement peindre un mur en rouge non. Ça je confirme complètement. Par rapport à la lampe de chevet, je suis complètement d'accord. Là, c'est plus de la géobiologie parce que la lampe de chevet, elle émet des pollutions électromagnétiques, même quand elle est éteinte, faut le savoir. Et quand elle est proche de la tête, on reçoit ces ondes électromagnétiques en direct. Donc ça, c'est une vraie pollution qui peut non seulement perturber le sommeil, mais qui peut aller bien au-delà de juste perturber le sommeil, pardon. Voilà, et puis pour le reste, moi je suis complètement d'accord. Effectivement, la tête, nous à la tête, alors on fait attention à tout ce qui est représentation picturale dans une chambre, partout d'ailleurs. En Feng Shui, on fait vraiment attention à tout ce qu'on met sur nos murs. Il faut que cette représentation, si vous voulez, n'ait pas un impact négatif. Alors pareil, dans une chambre, il ne faut pas qu'elle soit non plus trop active. Que ce soit pas, par exemple, si vous mettez un coureur au-dessus de votre tête, une représentation d'un marathonien, c'est un peu fatigant. Enfin, dans la symbolique, on va dire que c'est un peu fatigant. Donc nous, on va jusque-là. On fait même attention à la symbolique de ce qu'on met au mur. On va faire attention également à ne pas se trouver sous un objet qui aura ce qu'on appelle une onde de forme. Un dégagement d'onde de forme, c'est la forme que l'objet a et qui dégage certaines ondes qui peuvent être nocives. Donc tout ce qui est pointu, on l'évite. Par exemple, n'allez pas accrocher une suspension au-dessus de votre lit qui aura un lustre avec une forme pointue. Voilà, ça, en Feng Shui, vraiment, on n'aime pas. On appelle ça un charchi, c'est une flèche qu'on pointe vers vous. Et inconsciemment, c'est pas bon. Ça a un effet très perturbateur. Ça va même jusqu'aux poutres. C'est-à-dire qu'on n'aime pas bien non plus tout ce qui est poutre à angle très saillant et foncé. Ça, même chose. C'est un poids, c'est pesant sur la tête. En général, on préconise quand même d'aller les peindre, de les peindre en blanc ou de les atténuer. Enfin, faut pas que ce soit des angles saillants. On est sur une onde de forme qui est pas bonne pour y dormir, en tout cas. Voilà. C'est vraiment marrant parce que j'avais ça dans la chambre, la période de ma vie où j'ai été au plus bas au niveau physiologique, quoi. J'avais des poutres foncées, saillantes au-dessus du lit. Voilà, c'est typique. Typique. Alors, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais moi, ça me fait rien, ça fait des années que je dors au-dessous et ça me fait rien, peut-être. » Il y a peut-être des gens ça ne joue pas.
Je pense que on est tous plus ou moins sensibles et après en fait c'est une des clés parmi tant d'autres en fait, hein, mais c'est une des clés sur lesquelles on peut jouer quoi. Ouais, Donc, complètement d'accord. Et au-delà de ça, il y a des choses auxquelles les gens ne sont pas forcément sensibles au démarrage et qui se révèlent par la suite. Et ça, on voit beaucoup ça en géobiologie, où on va travailler sur les pollutions même terrestres, hein, donc des pollutions qui viennent de la Terre. Donc on travaille sur, on détecte les failles, les réseaux souterrains d'eau, ce qu'on appelle les réseaux magnétiques aussi. Et ça, si on dort sur un de ces réseaux et sur certains croisements, c'est très nocif. Donc certaines personnes ne s'en rendent pas compte, peuvent ne pas s'en rendre compte, mais sur du long terme, c'est un vrai effet sur un impact sur la santé. Voilà, et c'est peut-être par la suite que ça se révèle. Donc quelquefois, on n'y est pas sensible sur le coup, mais par contre, sur du long terme, ça a un effet. Et puis certaines personnes, ils sont tout de suite réactives hein, par rapport à ces croisements de réseaux sous le lit. Ça peut donner des choses comme des gens qui se lèvent 15 fois par nuit pour aller faire pipi, l'énurésie, enfin par exemple, voilà, l'énurésie. Ça peut donner des gens qui dorment pas. Ça peut donner des maux. Donc, dépendant de là où va être placé le croisement, si c'est sur un organe particulier, on va avoir des maux sur l'organe. Ça va affecter l'organe en particulier. Ça peut aller même jusque là. Voilà. Et des gens, ils sont très sensibles. Et ça, c'est avec des antennes de Lechter en fait qu'on détecte ça. Oui, pas que. On travaille avec des baguettes, ce qu'on appelle le Radmaster. C'est des baguettes coudées. Après, certains utilisent aussi effectivement l'antenne de Lechter, mais pas tous. Moi, je travaille pas avec. Et puis, on travaille aussi beaucoup en ce qu'on appelle bio-ressenti, c'est qu'on de plus en plus on travaille avec notre corps en fait. On a des ressentis corporels. Finalement, les baguettes ne sont qu'un outil pour recevoir l'information. Hein. Oui. Notre corps en est capable aussi. Hein. Et c'est pour ça que ces effets sont perturbateurs. Hein. Voilà, c'est parce que notre corps le reçoit. Oui, donc voilà, quelqu'un qui a envie de savoir en fait s'il a des choses, il faut aussi qu'il se centre et puis écouter son ressenti pour voir en fait si déjà en fait. Oui, tout à fait. Parce qu'on peut avoir des ressentis spontanés et c'est pas propre c'est pas un don, hein. Ça se travaille. Le ressenti corporel se travaille et c'est apprendre à être de plus en plus sensible, justement pour détecter tout ce qui n'est pas bon pour nous, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Alors, par rapport à la chambre, ce que je peux apporter d'autre comme conseil, toujours en Feng Shui, les grandes lignes. Hein, on est vraiment dans les grandes lignes. Après, on arrive dans les détails. Mais on déconseille de mettre un lit sous une fenêtre, par exemple. Parce que le flux du chi qui va de la porte à la fenêtre, on place le lit dans ce flux-là et c'est un flux dynamisant. Donc, il n'est pas propice au sommeil. On va aussi recommander aux personnes de ne pas mélanger les énergies. Une énergie de sommeil ne doit pas être mélangée à une énergie de travail. Donc, on va éviter de mettre tout ce qui est travail dans la chambre. Hein. On va éviter des dossiers de travail. On va voire même d'y mettre son bureau. Alors, ça paraît logique pour certaines personnes qui ne le feraient jamais. Ça l'est moins pour d'autres. Et puis, ça l'est encore moins quand on a peu d'autres possibilités. Parce qu'il peut se trouver aussi qu'on a une grande chambre et pas d'autre endroit pour mettre son bureau. Alors là, il faut trouver des parades. Éventuellement, travailler à mettre un paravent ou essayer de mettre une pause mobile. Enfin, il faut absolument se protéger et bien différencier chaque énergie. Ouais, ça paraît logique. Bon, c'est vrai que moi j'en ai parlé en fait dans la partie sur le sommeil sans penser au Feng Shui, mais en fait plus parce que les écrans en fait sollicitent aussi beaucoup avant de dormir et perturbent. Donc voilà, une des préconisations, c'est d'éviter tous les écrans et de rien apporter dans la chambre, quoi. Complètement. Mais on est bien d'accord. Ouais. Ça, absolument, absolument. D'ailleurs, à propos des écrans, effectivement, non seulement on déconseille d'avoir un écran dans la chambre parce que c'est tentant effectivement, surtout je pense à des ados ou des enfants, d'aller les allumer à des moments où c'est pas le moment. On demande de déconnecter effectivement plus de 2 heures avant le sommeil, hein, de déconnecter complètement des écrans. Au niveau du Wi-Fi, nous en géobiologie, on recommande même de déconnecter son Wi-Fi si on le peut pour la nuit, parce que mine de rien, on est quand même baigné dans un bain d'ondes en permanence. Et il faut savoir que la nuit, pendant notre sommeil, notre corps est au repos et toutes ses protections sont à zéro. On laisse tomber toutes les protections. Là où dans la journée, le corps va lutter un minimum contre toutes ces nocivités, la nuit, il va être complètement en ouverture. Donc, on va être poreux encore 2 fois plus. Donc, le mieux quand même, c'est au moins d'essayer d'avoir un espace clair chez nous et dans notre chambre et donc de couper complètement le Wi-Fi. Voilà, alors vous qui nous écoutez,
Voilà, si ce n'est pas déjà fait, allez sur votre opérateur sur Internet et vous pouvez programmer votre box pour l'éteindre toutes les nuits. Donc parce que c'est pas le tout d'écouter les formations, il faut les mettre en application. Donc voilà, votre action du jour, si ça c'est pas fait, c'est de faire ça parce que même si vous êtes entouré de 30 réseaux Wi-Fi, ben au moins vous coupez le vôtre, c'est celui qui émet le plus, hein. Complètement. Celui qui est le plus proche de vous. Ouais. Et puis ça se mesure. au niveau des téléphones, donc c'est vrai que moi, j'ai jamais le téléphone dans la chambre, mais bon, pour les gens qui voudraient avoir le téléphone dans la chambre, bon, il y a le mode avion, je pense. Ouais, le mode avion coupe quand même. Alors, il y a des discussions à ce niveau-là. Moi, j'ai testé quand même avec un mesureur, avec un appareil qui mesure. Pour moi, il y a quand même pas grand-chose qui passe. Il y a plus rien, quoi. Il y a quasiment plus rien. Donc, on va dire qu'il faut pas être plus royaliste que le roi non plus. Mettez si vous avez vraiment besoin de vous faire réveiller, vous mettez votre téléphone en mode avion et il y a que le réveil qui marche. Vous pouvez pas être contacté, rien du tout, mais au moins le réveil marche et vous vous faites réveiller par là. Et au moins, ça évite d'avoir un radio-réveil qui, lui, va émettre des ondes électromagnétiques qui seront peut-être plus fortes que votre téléphone en mode avion. Voilà. Non, ça, c'est un bon conseil aussi. Mm. Donc, oui, moi, j'y connais pas grand-chose, voire rien, hein, au Feng Shui. Et j'ai toujours pensé que c'était un petit peu compliqué quand, par exemple, on a des configurations qui sont limitées. Il y a, en fait, je pense beaucoup de cas où les chambres, par exemple, sont petites, où on a la porte, la fenêtre, et finalement, il y a plus qu'une seule configuration pour mettre le lit. Donc, est-ce que dans ce cas de figure, le Feng Shui peut tout de même apporter un éclairage intéressant? Moi, je dirais toujours, quoi qu'il en soit, on choisira le moins mauvais. Donc, on ira, voilà. Le Feng Shui va jusqu'à travailler sur les meilleures orientations de sommeil. En fonction de la date de naissance, on détermine vos meilleures orientations de sommeil. C'est évident que si vous n'avez que 2 possibilités pour mettre votre lit, il y en a une qui est sous la fenêtre et l'autre qui est ailleurs. On va choisir l'autre qui est ailleurs parce que sous la fenêtre, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Vraiment, c'est trop tonique. On sera peut-être pas dans les meilleures orientations de sommeil, mais au moins on aura évité une des choses qui pourrait faire que vous dormez mal. Donc voilà, voilà, quoi qu'il en soit, on peut quand même arriver à appliquer des choses. Peut-être qu'on ne pourra pas tout appliquer, mais c'est pas grave. On ira au moins pire. Et c'est pas toujours au nord ou à l'est, les orientations pour le lit? Non. C'est très personnel, les orientations. Non, en Feng Shui, on part pas du principe que le mieux, c'est de dormir la tête au nord. Ça, pas du tout. C'est vraiment propre à chacun. Bon. Alors, peut-être que vous allez vous poser la question, parce que je l'ai déjà eu, alors je vais la proposer. Oui, mais alors, quand on a un conjoint dont l'orientation, c'est le sud et que nous, on a le nord, comment on fait? Alors déjà, c'est très rare, faut le savoir. Et puis, quand je parle d'orientation favorable, il y a un panel d'orientation favorable. Il y en a une qui est bien meilleure pour le sommeil, mais il y en a plein d'autres qui sont bonnes. Et en général, il n'y en a qu'une qui n'est pas bonne. Donc, en général, on trouve un terrain d'entente avec son conjoint. Sinon, on dort tête bêche, en fait. C'est ça. C'est un nouveau mode de communication entre couples. Tête bêche. Alors, est-ce que, en fait, tu peux nous donner quelques conseils concrets? En fait, là, si on élargit un peu par rapport au lieu de vie, on en a déjà un peu parlé. Quand on est vraiment dans une période un peu fatiguée, en fait, voilà, si tu aurais 2-3 exemples concrets à nous donner, en fait. Mais en fait, on en a un peu parlé tout à l'heure, effectivement. Non, moi, les conseils que j'aurais le plus à donner, c'est vraiment essayer d'aller chercher à savoir déjà pourquoi on est fatigué. Donc, si c'est parce qu'on dort pas, effectivement, il faut aller travailler sur la chambre. C'est que probablement dans la chambre, il y a quelque chose qui va pas. Donc, ça peut être de l'ordre de géobiologique. Là, il faut aller essayer. Un conseil tout bête, si vous ne dormez pas dans votre chambre, bougez votre lit. Commencez par là. Parce que même si vous n'êtes pas géobiologue et que vous ne pouvez pas aller détecter les réseaux souterrains et les croisements qui sont nocifs pour vous, le fait de bouger, probablement, vous allez vous écarter de ce qui pose problème. Essayez, commencez par ça. On déplace son lit. Et ensuite, effectivement, on peut aller creuser plus loin, en travaillant en Feng Shui, en essayant de voir, voilà, pourquoi vous ne dormez pas bien, qu'est-ce qui se passe dans la chambre. Et après, au-delà de ça, c'est peut-être des problématiques de vie. Donc, les problématiques de vie, on va aller les chercher en Feng Shui sur notre cartographie énergétique, aller travailler sur les zones qui posent un problème et en même temps, aller pointer du doigt ces zones qui posent un problème et aller vous faire questionner sur ces zones qui posent un problème. Donc, c'est un travail, c'est un vrai travail d'introspection, en fait.
Mais sur les grandes lignes, je les ai données tout à l'heure. A priori, au niveau des grandes lignes, je vais avoir du mal à faire mieux. Oui. Sur la fatigue, c'est vraiment ça. C'est la fluidité du lieu, c'est l'harmonie du lieu, c'est aller chercher dans la chambre ce qui peut poser problème et ensuite aller s'interroger sur soi, sur pourquoi on ne dort pas. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans notre vie qui fait que. Voilà. J'ai souvent entendu parler qu'on ne pouvait pas mettre de miroir dans la chambre. Oui, ça aussi. Tout à fait, Muriel. Je confirme. Bon. Et que c'est bien d'avoir des chats parce qu'ils équilibrent un peu certaines zones de lieu. Oui, ça c'est pas un mythe. C'est pas un mythe. Les chats détectent les zones pathogènes du lieu. Ils se mettent dessus et ils entre guillemets, les purifient. Donc il faut savoir que les endroits où les animaux, enfin les chats surtout, se mettent le plus souvent, c'est probablement une zone pathogène. Il y a un point pathogène là. Voilà. Je crois que merci, tu nous as donné plein de points intéressants. Je pense qu'il y a sans doute des personnes qui seront intéressées peut-être pour aller plus loin. En fait, est-ce que en fait tu pourrais préciser qu'est-ce que vous proposez comme prestation, toi, Hélène, et comment on peut faire dans le cadre de Faire Sens, comment on peut faire appel à vous? Oui, tout à fait. Alors Hélène est décoratrice d'intérieur et elle est spécialisée en éco-responsabilité. Donc elle va aller travailler avec des matériaux qui sont plus sains pour nous et pour la planète. C'est un peu le double effet qui se coule. Donc, on travaille souvent toutes les deux ensemble. C'est-à-dire qu'une personne qui va être intéressée pour harmoniser son lieu en Feng Shui, moi, je vais faire ce qu'on appelle une expertise Feng Shui, ou au-delà de ça, en domothérapie. Donc, je vais aller faire et une étude en géobiologie et une étude en Feng Shui. Et en fonction de mes préconisations, soit la personne les met en place toute seule parce qu'elle n'a pas besoin de faire intervenir qui que ce soit d'autre, donc elle va les mettre doucement mais sûrement en place, et moi je vais l'accompagner dans ce processus. Soit elle a besoin de faire intervenir une décoratrice, et dans ce cas, on peut se mettre en relation avec Hélène qui a vraiment l'habitude de travailler avec moi et de mes préconisations qui quelquefois sont un peu dirigistes. Dirigiste mais souple, il faut quand même savoir qu'on n'ira jamais à l'encontre des goûts de chacun, ni à l'encontre des envies de chacun. On reste dans la souplesse en Feng Shui. Je ne vais pas vous dire allez peindre votre mur en vert si vous n'aimez pas le vert, c'est une évidence. Parce qu'avant tout, c'est votre lieu et vous avez à vous y sentir bien. Par contre, on va essayer d'aller trouver une couleur qui quand même répondra à l'élément qu'il faut soutenir dans la zone et qui pourra vous plaire. Voilà. Et puis on va aller travailler sur les autres choses qui vont pouvoir soutenir l'élément. Donc voilà, donc soit vous passez uniquement par moi pour avoir une expertise en domothérapie, soit vous avez juste envie du Feng Shui et vous me demandez juste une expertise en Feng Shui, soit juste en géobiologie parce que vous avez une problématique particulière de sommeil par exemple. J'arrive pas à dormir, j'ai des maux de tête tous les matins quand je me réveille. Là on est peut-être plus sur une problématique de géobiologie. Encore que, vous avez vu que le pont avec le Feng Shui pour moi, c'est quand même un ensemble de choses. Maintenant, c'est mon regard. Certaines personnes ont plus envie d'aller travailler en géobio parce que ça leur parle plus, d'autres juste en Feng Shui et d'autres la totale. Moi, évidemment, je vois les choses dans leur globalité et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, donc il y a cette prestation-là, Feng Shui, géobiologie ou domothérapie, qui comprend les deux. Et puis au-delà de ça, il y a décoration d'intérieur éco-responsable. Voilà. Et avec moi, si vous souhaitez aller plus loin, parce que voilà, après l'étude Feng Shui, on a vu les problématiques de vie à travailler, on a soulevé des choses, on a discuté, on a échangé, et on a vu qu'il y avait des points à aller travailler, des blocages de vie, des peurs, ce qu'on appelle des comportements limitants qui font que dans vos vies, vous ne pouvez pas aller plus loin à un moment donné. On peut aller les travailler en psychologie énergétique et notamment en EFT. Mais pas que, j'ai d'autres outils dans ma mallette. Voilà. D'accord. Écoute, merci beaucoup pour cette riche interview. C'est vraiment très intéressant comme échange. Merci. Et puis, merci à toi. Voilà, je rappelle que tu es donc spécialiste en domothérapie, Feng Shui, géobiologie, psychologie énergétique, et on peut donc contacter via le site internet qui s'appelle fairsens.com, donc c'est FAIRSENS.com, puis je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Voilà. Super. Au plaisir et à bientôt. Merci Muriel. À bientôt et à bientôt tout le monde.